Bienvenue à cette discussion approfondie. Aujourd'hui, on explore ensemble l'histoire, les défis et puis le chemin vers l'autodétermination des peuples autochtones ici au Québec. On se base sur une analyse assez détaillée qu'on a reçue qui couvre les 11 Premières Nations reconnues et aussi les Inuits du Nunavik. Oui, et d'entrée de jeu, c'est important de réaliser la grande diversité, hein. Exactement. On parle de 3 grandes familles linguistiques, l'algonquienne, l'iroquoienne et l'inuit. Faut imaginer la richesse culturelle derrière ça. Des nations comme les Cris, les Aïous, les Innus, les Mohawks, les Kanien'kehá:ka, les Inuits. Mhm. En tout, c'est plus de 100 000 personnes, 100 000 autochtones, répartis dans 62 communautés sur le territoire. C'est ça. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de mieux comprendre ce parcours, comment on est passé, disons, d'un équilibre ancien avec la nature Oui. aux dynamiques actuelles, parfois complexes, de réconciliation, d'autonomie. Alors, on y va ? Allons-y. Commençons peut-être par la période avant le contact européen. Le territoire, il est habité par des nations vraiment diverses, adaptées à leur milieu. Oui, tout à fait. Par exemple, les nations algonquiennes, on pense aux Algonquins Anishinaabe, aux Cris Aïous, Innus, Atikameks, Naskapis, Abénakis, Mi'kmaq. Eux, c'était plutôt nomades, semi-nomades, non ? C'est ça. Beaucoup basé sur la chasse, la pêche, le piégeage, le mouvement saisonnier. Alors que les nations iroquoiennes, comme les Mohawks, les Wendat, eux, c'était plus l'agriculture, plus sédentaire. Exactement. Une organisation sociale différente liée à l'agriculture. Mais ce qui est commun et fondamental, c'est ce concept de territoire ancestral. Ah oui. Oui, un territoire immense, essentiel à la vie, à la culture, et surtout non cédé. Ce n'était pas juste un espace, c'était la base de tout. Et il y avait déjà des échanges, une sorte d'économie ? Absolument. Et ça, c'est un point vraiment clé pour comprendre la suite. Il y avait des réseaux d'échange, des routes commerciales autochtones très bien établies, sophistiquées même, avant l'arrivée des Européens. D'accord. Mais au-delà de ça, ce qui marque cette époque, c'est le rapport à la nature. Presque symbiotique. La subsistance, chasse, pêche, tout ça, c'était encadré par une vision du monde, une cosmologie. C'est-à-dire ? La nature, les animaux, c'était pas juste des ressources, c'était des êtres intelligents, des partenaires qu'il fallait respecter. Il y avait un principe de réciprocité. On croyait que les animaux, en quelque sorte, s'offraient volontairement au bon chasseur, celui qui respectait les règles, les rituels. D'où l'importance, par exemple, de traiter les restes, les ossements avec respect. Ah oui, j'ai lu des choses là-dessus. Le cœur de l'ours pour la force, la graisse comme remède. Exactement, ça montre cette connexion profonde. C'est vraiment un contraste énorme avec la vision européenne qui va arriver, celle de la nature comme simple ressource à exploiter, à chiffrer. Et rompre cet équilibre, ça avait des conséquences. Ah oui, des conséquences graves, pas juste économiques, mais spirituelles, politiques. Si on chassait trop, si on rompait ce pacte avec le monde non humain, c'était une crise profonde. D'ailleurs, on voit la force de cet héritage encore aujourd'hui dans les powwows, cette célébration du lien. Et ces réseaux commerciaux dont vous parliez ? Aussi sophistiqués qu'ils étaient vulnérables. Et ils ont été très très vite récupérés, détournés par les Européens pour la traite des fourrures. Justement, parlons-en. Le contact, la colonisation initiale, XVIIe siècle, la traite des fourrures, surtout le castor, ça devient le moteur économique de la Nouvelle-France. C'est ça, la raison d'être commerciale, pratiquement. Et le rôle des Premières Nations là-dedans ? Les Hurons-Wendat, eux, ils jouent un rôle d'intermédiaire majeur. Ils contrôlent l'offre pendant un temps, jusque vers 1650. Donc, ils avaient un certain pouvoir politique. Oui, temporairement. Les autorités coloniales françaises, elles dépendaient de ces alliances. Elles devaient, au moins un peu, tenir compte des intérêts autochtones pour que le commerce fonctionne. Sans alliés autochtones, pas de commerce de fourrure viable pour la colonie. Une position de force, au moins au début. Mais ça a dû changer. Oui, et c'est là que ça devient plus complexe. Les biens européens, les outils en métal et les fusils au début, ça a pu sembler un avantage. Plus efficace pour chasser, un avantage militaire. Logique. Une dépendance structurelle. Le savoir-faire pour fabriquer certains outils traditionnels se perd, peut-être. Pour avoir des armes, il faut des fourrures, toujours plus de fourrures. Je vois le piège. Exactement. Le pouvoir stratégique du début, il s'érode. Ça se transforme parfois en une sorte de dette politique ou économique. La colonie prospère grâce au travail et à la collaboration autochtone, mais l'équilibre devient de plus en plus inégal. Et en plus de ça, il y a le choc des maladies.
Ah, ça. Un désastre biologique. La variole, la rougeole, des maladies contre lesquelles les populations d'ici n'avaient aucune immunité. Ça a décimé des communautés entières. Oui, les récits de l'époque sont terrifiants. Marie de l'Incarnation qui suggère des populations peut-être 20 fois plus nombreuses juste avant. Oui, c'est difficile même d'imaginer l'ampleur de la catastrophe humaine que ça a représentée. Et les conséquences directes de ce déclin démographique massif. Elles sont énormes. D'abord, la désorganisation sociale, politique. Les structures traditionnelles sont ébranlées. Militairement, ça affaiblit face aux ennemis, mais surtout face à la pression des colons européens qui, eux, arrivent de plus en plus nombreux. Donc le rapport de force change radicalement. Complètement. Les peuples autochtones perdent leur poids démographique, économique, stratégique. Et ça, c'est crucial. Cette nouvelle vulnérabilité, cette population clairsemée, comme on disait à l'époque pour parler des territoires vidés par les épidémies, Oui. ça va devenir plus tard la justification pour les politiques de mise sous tutelle. Une justification? Comment ça? L'argument, c'était un peu regardez, ils sont affaiblis, désorganisés, ils ne peuvent plus gérer leurs affaires, il faut les prendre en charge, les protéger. Entre guillemets, bien sûr. Je vois. C'est ce discours qui va légitimer la création des réserves, la loi sur les Indiens. On utilise une faiblesse causée en grande partie par le contact pour justifier une perte d'autonomie. C'est assez pervers comme logique. Et c'est là aussi que la question du territoire devient encore plus aiguë. Oui, la dépossession territoriale s'accélère. Dès 1837, on a des plaintes autochtones qui disent « les colons envahissent nos terres de chasse, on ne peut plus vivre comme avant ». C'est vraiment le début d'une transition économique forcée, subie. Et déjà, on voit qu'il n'y a aucune considération pour ce qu'on appellerait aujourd'hui la sécurité culturelle. On impose un modèle, point. Ce qui nous amène donc au 19e siècle, début 20e. Là, on passe vraiment d'une collaboration, même inégale, à une politique d'imposition, de contrôle. C'est exactement ça. C'est l'ère où on institutionnalise la tutelle. L'objectif devient clairement l'assimilation à la société dominante et le contrôle des terres, des vies. Et le système des réserves, ça commence quand au Québec? Dès 1851. L'idée, c'est de sédentariser les populations pour libérer les grands territoires ancestraux. Pour la colonisation agricole, l'exploitation des ressources par les autres. Voilà, c'est ça la logique derrière. Mais ces réserves, elles permettent un développement autonome? C'est conçu pour ça? Pas vraiment, non. C'est plutôt conçu pour contenir, pour contrôler. C'est très difficile de les agrandir, la bureaucratie est énorme et surtout, les terres des réserves, elles n'appartiennent pas aux Premières Nations, elles sont détenues par la couronne fédérale, administrée par le gouvernement canadien. Ah oui, ça change tout. Oui. Si on prend un peu de recul, on voit bien comment ça freine tout développement économique, social, surtout quand la population augmente sur des territoires qui, eux, ne bougent pas et dont on ne contrôle pas vraiment les ressources. Et l'outil législatif principal pour tout ça, c'est la fameuse loi sur les Indiens de 1876. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement, cette loi? Oh là là! C'est vraiment la pierre angulaire de la politique d'assimilation et de tutelle du Canada. Cette loi, qui est encore là aujourd'hui, même si elle a été modifiée, la version concise date de septembre 2025. Elle définit qui est indien pour l'État. De façon très restrictive, elle crée le concept de bande, elle régit à peu près tout, l'inscription des membres, la gestion des terres, l'argent, les élections des conseils de bande, même l'appartenance culturelle à une époque. Et elle était discriminatoire, j'imagine? Profondément, surtout envers les femmes. Et elle donne un pouvoir de contrôle immense au ministre fédéral responsable. C'est vraiment une loi de tutelle. Il y a eu des modifications quand même. Celle de 1985, par exemple, pour corriger la discrimination envers les femmes, qui perdaient leur statut en épousant un non-autochtone. Ça a aidé. Ça a corrigé cette injustice précise, oui. Mais ça a eu une conséquence inattendue et assez importante. Laquelle? En permettant à beaucoup de gens, surtout des femmes et leurs enfants, de retrouver leur statut, la population inscrite a explosé dans plusieurs communautés. Sauf que la taille des réserves, les maisons, les infrastructures, ça n'a pas suivi. À l'ironie. Tragique, oui. En voulant corriger une injustice, on a, sans le vouloir, aggravé d'autres problèmes structurels. Le manque de terre, de logements, d'infrastructures. Ça montre bien que la loi elle-même est le problème. Elle n'est pas faite pour l'autonomie, elle reste un obstacle majeur à l'autodétermination. Et dans cette politique d'assimilation, il y a eu les pensionnats indiens. Le chapitre le plus sombre peut-être. Sans aucun doute, l'expression la plus brutale de cette volonté d'assimiler. L'objectif tristement célèbre, c'était tuer l'Indien dans l'enfant. Oui.
On prenait les enfants, souvent de force, on les séparait de leur famille, de leur langue, de leur culture. On les mettait dans des institutions pour leur faire adopter les normes, la religion de la société dominante. Le dernier pensionnat au Québec a fermé seulement en 1980. Si tard? Oui, le Canada a reconnu officiellement que c'était une tragédie. La Commission de vérité et réconciliation, la CVR, a été claire. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut guérir des séquelles des pensionnats. La Cour suprême a même reconnu le lien direct entre ce traumatisme et la surreprésentation actuelle dans le système de justice. C'est un facteur qui doit être pris en compte dans les sentences, les facteurs GLADU. C'est un poids énorme. Un poids qui se transmet, j'imagine. On parle de traumatisme intergénérationnel. Exactement. Les effets ne s'arrêtent pas à la fermeture des portes. Une étude montrait que presque la moitié, 45,5% des participants autochtones disaient qu'un de leurs parents était allé dans un pensionnat, et c'est plus élevé chez les jeunes. Waouh! Cet héritage toxique, ça se voit partout. Problèmes familiaux, perte de repères, décrochage scolaire, santé mentale fragile, détresse matérielle, tout ça, c'est lié aux déterminants sociaux de la santé, parfois à la violence, à l'intimidation, la dépendance à l'aide sociale qu'on a vue à certaines époques. Oui, les chiffres de 20-30% à la fin des années 90. Ce n'est pas un manque d'initiative. C'est le reflet direct de la perte d'autonomie qu'on a imposée, des obstacles structurels, comme le contrôle extérieur sur les ressources qui a longtemps bloqué la création d'emplois, le développement par les communautés elles-mêmes. Mais face à tout ça, il y a de la résilience, j'imagine. Les communautés réagissent. Ah oui, et c'est remarquable. Une très forte résilience culturelle. On voit des efforts immenses pour revitaliser les langues, le Cri, l'Inuamon, l'Atikamek, l'Anishinaabe. Des langues qui ont été si attaquées. Et il y a quelque chose de récent et d'intéressant. Le Québec reconnaît maintenant que ce sont les nations autochtones elles-mêmes qui ont compétence sur leur langue. Ça, c'est important. Très. Ce n'est pas juste symbolique, c'est une affirmation concrète du droit à l'autodétermination dans un domaine clé, la culture. Le rôle de l'État québécois change, il devient un soutien aux initiatives autochtones en respectant leur leadership. C'est un pas vers la sécurité culturelle. Cette idée d'autodétermination, ça nous mène aux accords plus modernes. La Convention de la baie James et du Nord québécois, la CBJNQ de 1975, souvent vue comme un tournant. Oui, la CBJNQ, signée par les Cris et les Inuits. C'est le premier grand traité moderne au Canada, négocié dans le contexte du projet hydroélectrique de la baie James, auquel les Cris s'opposaient au début. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dedans, en gros ? En échange de l'extinction de leurs droits et titres ancestraux sur une partie du territoire, les Cris et les Inuits ont obtenu des droits et des avantages définis. Un régime territorial complexe avec différentes catégories de terres. Catégorie I, 2, 3 ? C'est ça, avec différents niveaux de contrôle. Des droits exclusifs de chasse, pêche, piégeage sur de grands territoires, une participation à l'évaluation environnementale, des garanties de financement pour les services, le développement économique et social. Ces droits, ils sont protégés. Oui, par la Constitution canadienne depuis 1982, article 35. Ça leur donne un poids juridique très fort. Et un avantage majeur de la CBJNQ, c'est qu'elle a permis aux Cris et aux Inuits de sortir de plusieurs contraintes de la loi sur les Indiens, de créer leurs propres institutions régionales, gouvernance, écoles, santé. Mais vous avez dit extinction des droits ancestraux. Ça a dû être difficile à accepter. Ah, certainement. C'est l'aspect complexe, parfois controversé des traités modernes. Éteindre des droits ancestraux pour les remplacer par des droits définis dans un traité, c'est une approche que plusieurs autres nations refusent. Je comprends. La CBJNQ elle-même en dit souvent que c'est un document vivant. Elle a été modifiée plus de 20 fois par des ententes complémentaires depuis 40 ans pour s'ajuster. La nation Cri, par exemple, a négocié ensuite pour prendre en charge plein de responsabilités qui étaient fédérales avant, avec des transferts d'argent importants. C'est clairement une progression vers plus d'autonomie gouvernementale. Et cette idée d'autonomie gouvernementale, elle est mieux acceptée aujourd'hui ? Oui, le Canada reconnaît maintenant le droit inhérent des peuples autochtones à l'autodétermination. C'est aussi dans la déclaration de l'ONU. La voie qu'on privilégie, c'est la négociation d'entente sur l'autonomie gouvernementale adaptée à chaque nation. D'accord. Il y a des négoces en cours, comme avec les Micmacs de Jespeg depuis 1999. La réconciliation s'est vue comme un processus continu, différencié, et de plus en plus, on lie autodétermination et développement économique. C'est-à-dire ?
On essaye de passer d'un modèle où on consultait les nations, où on les ignorait, à un modèle où elles deviennent de vrais partenaires, y compris financièrement, dans l'exploitation des ressources sur leurs territoires ancestraux. C'est un gros changement de paradigme. Mais il reste des défis. Vous mentionniez un conflit potentiel Québec vs Premières Nations sur les ressources. Oui, certains jugent ça irréconciliable si on ne l'aborde pas de front. Qui a la souveraineté ultime sur les ressources et le territoire ? C'est un enjeu majeur qui reste à régler. Et malgré ces avancées vers l'autonomie, on voit quand même des problèmes très concrets, très structurels qui persistent. Malheureusement, oui. Le manque d'infrastructures, c'est criant. La crise du logement, c'est aigu. Les chiffres nationaux sont ahurissants, en besoin de 157 000 nouvelles maisons, 55 000 réparations chez les Premières Nations au Canada. C'est énorme. Et l'écart de financement par rapport aux municipalités non autochtones, ce serait 80% de plus qu'il faudrait. Cette crise du logement, ou les avis d'eau non potable qui durent depuis des années, parfois 20 ans, Oui. c'est des indicateurs clairs de l'échec de la tutelle à assurer des conditions de vie décentes. Et aujourd'hui, on reconnaît, la Commission vient l'a dit, que cette crise du logement, c'est un obstacle majeur à tout progrès social, économique ou de santé. Vous liez directement logement et santé. Mais absolument. Comment parler de santé publique si l'eau n'est pas potable ? Les services de santé eux-mêmes sont souvent moins bons, moins accessibles, et les besoins en santé mentale sont immenses, souvent liés au traumatisme historique. Pour améliorer la santé, il faut agir sur le logement, l'eau, l'éducation, lutter contre l'intimidation, la violence, assurer la sécurité culturelle dans les services. C'est un tout. Et sur le plan socio-économique, la marginalisation persiste aussi. Oui, la pauvreté, la dépendance économique, les chiffres montraient par exemple que 37,4% des Indiens inscrits au Québec vivaient sous le seuil de faible revenu. Les obstacles, on les connaît, on en a parlé. Le contrôle gouvernemental sur l'accès aux ressources naturelles sur les territoires, le manque de partage équitable des bénéfices, de l'exploitation. Tant que la souveraineté économique est limitée comme ça, c'est difficile. Un autre domaine où les problèmes sont très visibles, c'est le système de justice. Oui, c'est exact. La surreprésentation des Autochtones dans le système pénal, surtout en prison, c'est une crise grave, persistante. Les causes sont profondes. L'histoire coloniale, la marginalisation socio-économique, le choc culturel, la discrimination systémique dans le système judiciaire lui-même. On peut dire que le système pénal gère les conséquences non résolues du colonialisme. Les Autochtones font souvent des peines plus longues, récidivent plus, en partie par manque de programmes adaptés. La loi oblige à considérer les facteurs systémiques, les facteurs gladus dans la sentence. Oui. Mais ça n'a pas suffi à inverser la tendance. La surincarcération reste un problème majeur. Et le profilage racial, les relations avec la police ? C'est une réalité reconnue au Québec, notamment par la Commission des droits de la personne. On essaye des choses, ok, traduire des documents sur les plaintes en langue autochtone, cri, innu, émun, inuktitut, Atikamekw, Anishinaabe, c'est bien, mais... Mais ça ne suffit pas. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut des réformes structurelles profondes pour changer les pratiques policières et judiciaires de façon systémique. Un moment clé dans la reconnaissance de ces problèmes systémiques au Québec, ça a été le rapport de la Commission Vien, en 2019. Absolument. La commission Vien, créée après les allégations d'abus à Val-d'Or. Son mandat était large, regarder les relations entre les Autochtones et tous les services publics, justice, police, sociale, jeunesse, santé. Et la conclusion ? Une bombe, même si ça confirmait ce qu'on savait. Reconnaissance officielle de la discrimination systémique envers les Premières Nations et les Inuits dans l'accès aux services publics de l'État québécois. Que ça vienne d'une commission d'enquête gouvernementale, c'était majeur. Et qu'est-ce que la commission a recommandé ? 142 appels à l'action, 135 pour le Québec. Ça demande un changement de culture dans l'appareil d'État, améliorer les services, mieux financer, changer des lois. Et au cœur de tout ça, il y a le concept de sécurité culturelle. Sécurité culturelle. L'idée, c'est d'inverser la charge. Ce n'est plus à l'autochtone de s'adapter à des services pensés pour la majorité, c'est à l'État de fournir des services adaptés aux réalités, aux cultures, aux besoins autochtones. C'est vu comme l'antidote à la discrimination systémique. La responsabilité de s'adapter, elle est sur le système, pas sur l'individu. Et le gouvernement, il a réagi comment ? Il s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations. Il y a eu un premier budget de 200 millions en 2020, des actions ont commencé. Services de première ligne en ville, adaptation de la justice, équipe policière mixte. Mais la commission Vien, ça a aussi dit une chose cruciale, que la Nation Crie soulignait. Oui.
On ne pourra pas régler les problèmes sociaux, économiques, de santé si on ne règle pas d'abord la crise du logement et des infrastructures. Ça lie directement l'échec matériel de l'État aux objectifs de réconciliation. C'est incontournable. Donc, si on synthétise un peu ce qui ressort devient... On voit des axes clairs. Réformer justice et police, moins d'incarcération, fin du profilage, garantir la sécurité culturelle en santé et sociale, régler la crise du logement et des infrastructures, c'est la base. Soutenir l'autonomie en langue et culture. Et tout ça, ça pointe vers l'autodétermination. C'est potentiellement un passage de la tutelle au partenariat réel. Alors, si on récapitule un peu tout ça, on est parti d'un équilibre ancien, brisé par la colonisation, la loi sur les Indiens, les pensionnats. Ça crée des problèmes systémiques profonds. Manque d'infrastructures, crise du logement, surreprésentation en justice, marginalisation économique. Oui, qui persiste. Mais on voit aussi aujourd'hui une volonté forte d'autodétermination. Une recherche de réconciliation basée sur le respect. Avec des choses comme la CBJNQ, la Commission Vient, la sécurité culturelle. Ils ne sont pas arrivés par hasard. C'est la conséquence directe des politiques passées. Donc, la réconciliation, ça ne peut pas être juste des mots. Il faut du concret. Exactement. Des changements systémiques. Régler les problèmes de base, logement, eau, partage équitable de ressources. Et surtout, soutenir vraiment l'autodétermination des nations autochtones selon leurs propres termes. Et ça nous laisse avec une question importante pour l'avenir. Avec toute cette histoire, ces défis qui restent, ça ressemble à quoi concrètement un vrai partenariat aujourd'hui entre les États, québécois, canadiens et les nations autochtones? Comment on traduit le respect de l'autodétermination dans les faits? Surtout quand on parle des terres et des ressources, qui sont au cœur de tout. C'est la question essentielle, en effet. Une piste de réflexion pour tout le monde, je crois.